Fidèles auditeurs, des naufrages à répétition qui endeuillent nos familles congolaises et toute la nation nous pousse à y réfléchir afin d'une solution école qui pourra un jour mettre un terme à de tels drames. Monsieur Maker Mukumbu Mopeka, notre invité expert en la matière, va nous édifier à ses propos. Qui est-il? Monsieur Maker Mukumbu Mopeka, ingénieur en métallurgie de l'Université de Lubumbashi, ingénieur civil de construction navale de l'Université catholique de Belgique. Il a été administrateur directeur technique de l'ONATRA de 2004, 2005, voire 2008. Directeur du département de chantier naval de l'ONATRA de 2009 à 2015. Administrateur à l'ONATRA de 2017-2020. Actuellement, M. Maker Mukumbu Mopeka est chargé de cours des constructions navales et des théories du navire à l'ISPT Kinshasa. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons expert. M. Maker Mukumbu Mopeka, nous vous avons invité ici en tant qu'expert. Je suis à même de concevoir un bateau et de pouvoir suivre sa construction dans un chantier qui est bien équipé et de respecter les normes de construction pour ce bateau qui devra naviguer, soit sur le fleuve, soit en mer, soit sur un lac. Nous constatons ça et là des naufrages, soit dans le fleuve, soit dans le lac. Ça met tout le monde presque mal à l'aise. Alors nous voudrions bien savoir, surtout en ce qui concerne les naufrages sur le fleuve, vous en tant qu'expert, quelles en sont les principales causes? Pour le fleuve d'abord, j'aimerais donner quelques caractéristiques de notre fleuve. On veut parler du bief moyen, qui est de Kinshasa Kisangani, le bief supérieur de Ubundu jusqu'à Kindu. Notre fleuve, je disais, a une profondeur moyenne de 3 mètres. Et l'eau coule à la vitesse de 5 km par heure. Par là, je veux dire ceci, que les bateaux qui devront être construits pour ce fleuve doivent avoir des caractéristiques bien déterminées. Le tirant d'eau, c'est-à-dire la partie qui entre dans l'eau, ne peut pas être supérieure à 1,20 m. Donc le bateau ne peut s'enfoncer que de 1,20 m. Et vous me demandez pourquoi il y a tant de naufrages. En premier lieu, nous pouvons dire qu'à l'époque, avant qu'on puisse libéraliser la navigation sur le fleuve Congo et les lacs, c'était l'ONATRA qui, dans la partie ouest, s'occupait de la navigation et la SNCC qui s'occupait de la même navigation dans la partie est. Mais depuis ce que nous avons appelé la libéralisation, tout un chacun s'est construit son propre moyen de transport, de bateau, je veux dire, sans respecter les normes de construction. Je veux dire par là qu'un bateau qui navigue, le bateau d'abord en lui-même, il doit flotter. Toute embarcation qui veut naviguer doit flotter. Flotter veut dire respecter le principe d'Archimède. C'est-à-dire? Nous avons appris à la petite école que tout corps plongé dans un fluide reçoit une pression une force qui est exercée de bas vers le haut qui est égale au poids du liquide déplacé. C'est ça le principe d'Archimède. Deuxièmement, cette embarcation doit respecter une certaine stabilité. L'embarcation doit être stable, veut dire le centre de gravité de la marchandise ou du cargo que vous avez mis à bord de votre bateau doit être sur le même alignement que le centre de poussée d'Archimède dont nous avons parlé au numéro 1. Ce centre de poussée, nous l'appelons centre de carène. Dès que les deux éléments ne sont pas alignés, votre bateau ne sera pas stable. Et cela se construit, se forme quand on prépare le plan de forme. Donc vous voyez déjà, dans la préparation de la conception de l'unité, le plan de forme intervient. En troisième position, il faudra propulser ce bateau, lui donner des moyens à ce qu'il se déplace. Ça, c'est la propulsion, le moteur que vous mettrez là-dedans et l'hélice qui font aussi l'objet des calculs. Et enfin, le bateau doit être manœuvrable, éviter des obstacles comme un véhicule qui a son volant pour qu'il puisse manœuvrer correctement ou l'avion qui a des ailerons pour être manœuvré. En termes simples, que diriez-vous pour que l'auditeur puisse bien saisir ce que vous êtes en train de dire? Bon, je peux dire en termes simples, ça signifie le poids que vous avez mis à bord de votre bateau doit être sur la même, je vais dire encore un mot vertical, que là où s'exerce la poussée d'Archimède. Bref, nous avons vu des pirogues. Nous voyons que nos pirogues flottent, c'est-à-dire que ça a respecté ces principes, à moins que dans les chargements, vous puissiez exagérer. C'est tout simplement une pirogue bien conçue pour qu'elle puisse bien naviguer. Parce qu'on a vu aussi à certains moments des pirogues chavirer
Oui, la pirogue chavire souvent dans quel cas? Elle peut rencontrer des vagues peut-être violentes qui puissent la déstabiliser. Mais en général, quand une embarcation est bien construite, quand elle fait un mouvement d'un côté, je peux dire à tribord, il y a ce que nous appelons un couple de redressement qui le remet dans la bonne position. Si votre pirogue chavire ou votre unité, c'est-à-dire il y a une force qui l'a amené dans cette position de pouvoir d'atteindre cet angle de chavirement. En général, c'est quand l'unité est surchargée. À ce moment, il y a beaucoup de chances qu'elle perde sa position de stabilité. À l'époque, vous avez parlé de l'ONATRA. En concret, qu'est-ce que l'ONATRA faisait? Concrètement, avec l'ONATRA, d'abord, l'ONATRA avait des bateaux qui respectaient les normes. Toutes les normes de construction étaient respectées, que ce soit la longueur, que ce soit la largeur, que ce soit le creux du bateau, que ce soit en même temps ce que nous avons appelé les tirants d'eau, c'est-à-dire la partie qui s'enfonçait dans l'eau. Tout cela a été respecté. Et en plus, je vais ajouter un élément, les bateaux de l'ONATRA avaient une tuyère corte. La tuyère corte, c'est une espèce de cerceaux qui entourent l'hélice et qui donne une certaine poussée supplémentaire au bateau lorsque le bateau est en train de pousser des barges. Donc les bateaux construits à la Chani, construits à l'ONATRA respectent les normes de navigation. Tandis que les bateaux qui sont construits de façon artisanale sans avoir suivi un processus de planification et de contrôle, ce sont des bateaux qui ne respectent pas les normes. Est-ce que c'est presque les mêmes conditions avec les bateaux dans les lacs? Bon, je ne peux même pas donner les spécifications des bateaux. Sur le fleuve, nos bateaux ont des formes en U. En U, donc, tout ce qu'il y a comme structure, membrure, les renforts donnent la forme U, la lettre U. Tandis que sur les lacs, parce que le lac, c'est comme la mer, c'est une surface d'eau qui peut se mettre en mouvement, créer des vagues. Là-bas, les bateaux ont des formes en V, la lettre V à l'arrière et la lettre V en avant. Au milieu, vous pouvez retrouver le U. Et en plus, on y ajoute certaines ailettes stabilisatrices dans la partie que nous appelons la partie cylindrique, celle qui est au milieu. Donc le bateau de mer et le bateau qui navigue sur le fleuve où la surface d'eau théoriquement ne se met pas en mouvement, donc ne crée pas de vagues, ne sont pas les mêmes. Revenons un peu à ce qui est beaucoup plus récent, et les naufrages sous les lacs Kivu. Je peux dire d'abord, quand j'ai vu ces images, c'est horrible. C'est horrible, un naufrage peut se passer, mais les gens qui étaient à bord n'étaient pas protégés. C'est ça qui est dramatique. Le premier drame, c'est le drame humain qui s'est passé. S'il y avait des gilets de sauvetage, on aurait pu sauver beaucoup de gens. Pour les autres éléments, est-ce que le bateau a été bien construit? Est-ce que ce bateau est stable? Est-ce qu'il n'a pas été surchargé? Le franc-bord, c'est-à-dire la distance entre le niveau d'eau et le pont du bateau, était-il respecté? Nous n'avons pas fait d'enquête là-dessus, on n'a pas été sur place. Tout ce que nous pouvons dire de prime abord, il fallait sauver les passagers. Et les mesures que sont en train de prendre le gouvernement, c'est pas mal de dire que tout passager ait son gilet de sauvetage, qu'il puisse flotter en cas de naufrage. Parce qu'un accident peut arriver, c'est normal, mais qu'on protège le personnel. Un autre élément, le personnel qui conduit ces bateaux doit être formé et bien formé pour qu'ils sachent comment faudra-t-il piloter le bateau qu'ils ont entre leurs mains. Savoir quelle est l'interaction qu'il y a entre son bateau et la mer ou le fleuve. Deuxièmement, les commissaires fluviaux, les commissaires maritimes doivent aussi savoir c'est quoi le bateau, jusqu'à quel niveau on peut les charger. Ils doivent connaître que le bateau a des caractéristiques intrinsèques qu'on doit respecter, et pour cela, nous demanderons à l'État de pouvoir former correctement tout ce personnel, que ce soit les capitaines, que ce soit les mécaniciens, que ce soit les commissaires fluviaux, que tout le monde soit bien formé pour comprendre comment doit-on construire le bateau et comment l'exploiter surtout, comment l'utiliser. Et pour cela, il y a des normes, il y a des bureaux, Bureau Veritas, qui vous donnent les normes de construction. Il y a ici chez nous le SICOS, Comité international pour le bassin du Congo, de l'Ubangi et la Sanga, qui avait des agents. Nous avons suivi la formation à Anvers pour respecter les normes de construction dans cet espace de l'Afrique centrale. Qui peut former et où? Pour former un ingénieur naval, jusque-là, nous autres pays, nous qui ne sommes pas nombreux, peut-être on est au nombre de 4 ou 5, nous avons été formés à l'étranger, spécialement pour les Congolais en Belgique, mais j'en connais aussi un qui a été formé en URSS. Ce sont des études post-universitaires. Tu as déjà un diplôme d'ingénieur et tu fais cela en
spécialisation. C'est celui-là qui a eu cette formation qui peut former les autres. Moi, par exemple, j'enseigne quand même à l'Institut supérieur pédagogique technique pour donner à ces jeunes gens-là les rudiments, tout ce qu'ils doivent avoir comme élément pour surveiller, pour construire. Et avec mon collègue, nous faisons le même travail au sein de l'ONATRA pour former nos agents du chantier naval, qu'ils sachent dans des bureaux d'études comment ils doivent se conduire pour mener à bon port la construction d'unités flottantes. Vous parlez des bureaux d'études. Il y a quelqu'un, avant que nous ne venions ici, qui nous a dit que tout ce qui est en train de se passer, des naufrages, tout ça, parce qu'en République démocratique du Congo, on a négligé l'importance des bureaux d'études. Là, vous avez raison, parce que tout grand chantier naval a toujours son bureau d'études. Il doit avoir son bureau d'études pour contrôler tous les calculs qu'il faille faire pour aboutir à construire les bateaux. Le bateau commence par des plans. Ce n'est pas construire le bateau, c'est étudier comment le construire. Et il va naviguer où? Le bureau d'études, je dirais, Chanik a un bureau d'études. Y a-t-il un ingénieur naval? Je doute. L'ONATRA a un chantier naval. Y a-t-il encore des constructeurs navals, des ingénieurs navals? Non. Nous étions à deux. Nous sommes retraités. Il n'y a plus personne. Nous essayons de former les gens pour qu'ils comprennent quand même de quoi ils doivent parler. Et les autres chantiers navals, je doute. Parce que dans mon histoire, j'ai été en 2008 à Goma. J'ai vu la naissance de tous ces bateaux que nous voyons. Les jeunes gens, ils construisaient. Quand je suis entré dans la coque, je leur ai dit, même les côtes que nous avons, Dieu nous les a données, n'ont pas les mêmes dimensions. On ne peut pas avoir des raidisseurs qui ont les mêmes dimensions. Malheureusement, ils m'ont répondu qu'ils n'avaient personne pour leur apprendre à construire les bateaux. Aujourd'hui, je vois des belles images. C'est vrai, ce qui est au-dessus de l'eau, nous les appelons les œuvres mortes. Le bateau, c'est celui qui est en dessous de l'eau. C'est la carène qui doit avoir des formes appropriées, avoir les caractéristiques appropriées. Ce que vous mettez au-dessus, c'est la superstructure qui doit respecter en quelle position doit se placer le centre de gravité et la carène en dessous, le centre de poussée. C'est pour dire que ces bateaux qui chavirent seraient construits sans respecter les normes. Il y a beaucoup de chance. Bon, celui qui vient de chavirer, je ne sais pas. Je ne peux pas tirer une conclusion très rapide. Nous espérons que ceux qui le font ont quelques notions. Mais d'une façon générale, ce sont des bateaux, je peux dire, construits d'une façon artisanale. Il faut les construire dans des chantiers bien structurés, qui ont les matériels, qui ont les personnels formés à cet effet. Parce que la construction navale, on venait d'en parler, fait entrer beaucoup de métiers. Il y a des électriciens, il y a des chaudronniers, il y a des soudeurs, il y a des ingénieurs, il y a tout un personnel qualifié qui participe dans la construction. Il y a même des menuisiers, parce qu'il y a des planches, qu'il y ait des plateformes là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui entrent. Et à l'heure actuelle, même l'informatique doit passer par là. L'anglais et l'informatique sont devenus obligatoires pour connaître la construction navale. Vous avez beaucoup d'expérience en ces domaines à vous entendre parler, au regard aussi de votre biographie. Voudriez-vous bien nous dire après combien de temps un bateau peut aller faire un entretien? Ah bon, tous les 4 ans, il faut normalement que le bateau repasse à sec. On parle de carénage, on doit vérifier l'état de la coque. Parce qu'il suffit qu'il y ait des bosses sur la coque, nous dirons que vous avez fait augmenter la résistance de frottement. Parce que le bateau tel que nous le voyons navigue entre deux fluides. Il rencontre l'eau, il rencontre l'air. Donc tous les 4 ans, votre bateau doit passer à l'entretien pour la coque. Mais de toute façon, les techniciens, les mécaniciens et les électriciens doivent bien entretenir et les moteurs principaux et les moteurs auxiliaires et tous les autres éléments des pompes qui sont à bord du bateau. Mais tous les 4 ans, le bateau doit passer à sec pour un entretien systématique qu'on appelle carénage. Quelle serait l'importance de la géographie? Bon, ce sont des... On tient compte de cela? Ils doivent avoir des connaissances nautiques, des connaissances en hydrographie, c'est-à-dire que la RVF trace la route qu'il faut suivre. Mais il faudrait que celui qui conduit connaisse quels sont les éléments qu'on a placés le long de la route pour suivre correctement et arriver à bon port. Comme le code de la route. Comme le code de la route, le bateau a des signaux. Il a des signaux de rive. Il a des bouées qui doivent vous dire suivez la rive, éloignez-vous de la rive et allez-y. Mais à l'heure actuelle, nous leur demandons de ne pas naviguer de nuit. À l'époque coloniale, comme tous les signaux étaient en place, il y avait ce que nous appelons des scotch lights. Dès que vous donniez un coup de projecteur, la nuit, cet élément brillait et vous saviez dire dans quelle position vous vous trouvez pour naviguer correctement. Mais à l'heure actuelle, il y a aussi des grumes qui flottent sous eau. Donc il faut les éviter
Il ne faut pas naviguer la nuit, mieux vaut naviguer les jours. Et dès que vous rencontrez des vagues, arrêtez-vous carrément, allez accoster et fouiller les vagues sur les fleuves. Mais sur les lacs, vous n'allez pas fouiller les vagues. Il faut que votre bateau soit bien construit et que les capitaines aient une bonne formation pour traverser les vagues qui apparaissent. Parce que jusque-là, l'interaction entre la nature, l'eau qui développe les vagues et les bateaux, on ne les connaît pas assez. Il faut être prudent, il faut être formé. En ce qui concerne la formation, la remise à niveau des capitaines. Bon, le personnel navigant de l'ONATRA subissait une formation très longue. On commençait des bateliers. Les bateliers avaient des barges peut-être de 300 tonnes, 400 tonnes, 600 tonnes qu'ils devaient conduire. Et à la fin, ils devenaient capitaines après une formation qui était aussi scolaire, académique. Il y avait l'école de navigation qui se trouvait à Kaoka. Mais à l'heure actuelle, la SICOS a pris cela en main. SICOS, c'est quoi? CG du Comité international pour le bassin du Congo, de l'Ubangi et de la Sangha, et la coopération allemande, je crois GIZ, qui maintenant forme les capitaines de Centrafrique, de Cameroun, je crois aussi de Brazzaville et de chez nous. Ah bon? Mais n'oubliez pas que ces gens-là, ils n'ont que des baleinières dans leur pays. Les bateaux de mer, ils me disaient, c'est pas pour eux. Ah bon? Et voyez-vous qu'ils n'ont pas... On a, je peux dire qu'on a pas banalisé, on a un peu baissé le niveau de formation. Nous avions une formation élevée, mais en ajoutant tout ce que GIZ nous apporte, bien qu'ils disent qu'ils les forment bien, mais ces conducteurs en pratique, voilà ce qu'ils nous montrent. Sur terrain, nous ne pouvons le juger que le niveau a un peu baissé. Alors c'est pour dire aussi que avec tout ce que nous connaissons comme naufrage, il y aurait aussi une part des responsabilités de l'État. Bon, l'État devra tout simplement serrer la vis et former ces gens. C'est-à-dire, tout à l'heure, nous avions parlé au début des commissaires fluviaux, des commissaires maritimes, qui doivent être sévères lors des chargements et de respecter le nombre de passagers qui entrent, qui doivent avoir des gilets, voir si la marchandise est bien arrimée, voir si le franc-bord est bon. Et lors de la construction, l'OCC doit contrôler l'état de la soudure. Est-ce que la soudure pratiquée sur le coq en acier est une bonne soudure? Et la tôle utilisée, est-elle une tôle marine? Est-elle une tôle industrielle? Parce que la tôle marine est différente de la tôle en acier que nous voyons habituellement. Donc tout cela vient de la formation et de savoir ce qu'il faut faire. On devra beaucoup insister sur la formation et sur la conscience du personnel. Si quelqu'un parlait comme piste de solution, la réhabilitation effective de l'ONATRA. Bon, là, c'est la politique du gouvernement. Si le gouvernement voudrait bien réhabiliter l'ONATRA, qu'il puisse s'occuper de nouveau de transport du personnel, parce qu'à l'heure actuelle, le personnel ou les passagers se promènent, ils sont avec des animaux, des chèvres, des boucs et tout. Ils sont dans des conditions, je peux dire, infrahumaines. Les gens ne sont plus transportés comme il se doit. Ça sera une politique du ministère qui voudra faire la façon dont il voudra bien voir qu'est-ce qu'il pourra faire pour sauver les gens. Et tel que je vois l'avenir, je sais que le gouvernement y arrivera. La sévérité va revenir et dès qu'on respectera le manque de navigation nocturne, de bien former les gens, il y aura de moins en moins de naufrages. Que diriez-vous à ces enfants de l'école primaire qui veulent bien avoir des informations parce que pour eux, ils se demandent pourquoi de tels naufrages et comment on peut en sortir. Maintenant, vous vous adressez à un enfant de l'école primaire ou du secondaire qui ne connaît pas trop des termes techniques. Bon, à un enfant de l'école primaire, je vais lui dire, dès qu'il y a une embarcation, qu'ils ne soient pas trop nombreux dans la barre, qu'on puisse leur dire à quel nombre ils doivent être dedans et d'observer s'il y a une grande distance entre le niveau de l'eau et le pont de cette unité-là. Dès qu'il y a une grande distance, la distance est grande, ça signifie qu'il y a une bonne réserve de stabilité pour l'embarcation dans laquelle la personne voudrait entrer. Et qui doit observer ça? Bon, l'enfant peut observer, mais le commissaire maritime doit être sévère. C'est le commissaire fluvial et le commissaire maritime qui doivent bien voir est-ce que le franc-bord est respecté. Et je me demande même si on ne doit pas concevoir une police qui devra de temps en temps naviguer avec des embarcations rapides, voir si les bateaux qui sont en navigation respectent les chargements et les normes. Je me demande à la longue, le gouvernement risque d'en arriver là. De carrément naviguer à l'époque, M. Paling avait son avion. Et il était sur le fleuve, il était au-dessus. Chaque bateau avait un numéro.
et il observait quel est le bateau qui s'était amusé à prendre beaucoup de pirogues tout autour, qui navigue ou qui ne respecte pas. Et dès qu'il revenait, il était débarqué, le capitaine ou puni ou révoqué. Donc le gouvernement pourra prendre certaines mesures ou avoir des petits avions qui survolent ou des embarcations qui vont vite pour voir est-ce que ce bateau-là respecte les normes. Comment sont les passagers à bord? Sont-ils bien traités? Sont-ils en sécurité? Parce qu'on doit surtout être assis ou debout. Dans quelles conditions sont ces passagers? Je crois que nous avons beaucoup à faire. Les suggestions qui peuvent suivre, nous pouvons dire qu'on commence par la formation des bases. Qu'on forme les commissaires maritimes, qu'on forme les commissaires fluviaux, qu'on forme également les utilisateurs, capitaines, mécaniciens. Deuxièmement, qu'on respecte, comme on le dit tout le temps, qu'on navigue plus de nuit et qu'il y ait aussi des gilets de sauvetage pour tout passager qui serait à bord d'une unité qui est en train de naviguer. Autre chose, que tous les plans de tous ces chantiers soient contrôlés par des ingénieurs navals. Si le plan est contrôlé, les calculs sont vérifiés. Qu'est-ce que vous entendez par plan? C'est-à-dire les ébauches qu'on doit faire et les calculs qu'on doit faire avant de sortir l'unité. Parce que, avant de sortir l'unité? C'est-à-dire de la construire. Il y a ce qu'on appelle le plan de forme. Il y a les dimensions du bateau. Il y a les courbes hydrostatiques. Ce sont les mots que je vais utiliser qui doivent être respectés dans la construction du bateau. Il faudrait que les spécialistes puissent contrôler tout cela. Et savez-vous, dans un bateau qui naviguerait sur les lacs, on devra être sévère aussi dans les cloisons. C'est-à-dire tout ce qui coupe transversalement, la coque doit être étanche. Pour que si jamais l'eau envahit une cale, que ce taux ne passe pas dans une autre cale. Ce sera pour que si le bateau prend de l'eau, on puisse ne fût-ce qu'arriver à bon port sans chavirer. C'est-à-dire respecter beaucoup de normes, surtout les bateaux à passagers. On doit être plus sévère dans leur construction. Juste un petit mot à ces enfants, peut-être qui vous écoutent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aux enfants pour qu'ils deviennent aussi comme vous un jour, peut-être qui auraient cette vocation de devenir ingénieurs en construction navale? Parce que vous dites que vous n'êtes pas nombreux. Et pourquoi vous n'êtes pas nombreux? Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas installé la construction navale dans notre faculté polytechnique ou dans nos instituts supérieurs. Dans les temps, j'ai été approché par le directeur général de l'ISPT qui m'avait appelé pour donner les notions parce que j'enseigne la construction navale, la théorie des navires et la théorie des propulseurs, donc des hélices. Je demanderai à ces jeunes gens de faire des écoles techniques, de faire l'ISTA, l'ISPT et au besoin d'aller même en polytechnique. Dès qu'il aura terminé ses études d'ingénieur civil, il y a la spécialisation qui se trouve par exemple à Liège en Belgique, parce qu'il n'y en a plus à Louvain. Il pourra aller aussi dans des formations anglophones en Afrique du Sud. Il y a aussi le nord de l'Afrique, l'Algérie, le Maroc. Mais là, il faut des moyens. Ah, c'est ça, bon. Ils pourront être des boursiers pour être formés à l'extérieur, mais je souhaiterais que notre propre pays puisse former ses propres ingénieurs navals. Parce qu'il y en a au Bureau Veritas en Belgique qui travaillent. Dans le Bureau Veritas, ce sont des Congolais. Il y a quelques-uns, nous sommes ici au pays. Si nous, les anciens, nous pouvons nous mettre d'accord à enseigner cette science, qui est une vieille science, hein, mais qui malheureusement dans notre pays n'existe pas. Je leur souhaiterais de faire des écoles techniques et à la fin de faire cette spécialisation-là. Oui, peut-être vous avez une association. Bon, jusque-là, nous avons notre association des ingénieurs civils. On a mais spécialement une association des ingénieurs civils en construction navale. Nous qui avons été formés en Belgique, nous sommes dans l'URBIN, qui est l'Union royale belge d'ingénieurs navals. Là, nous sommes membres. Oui, les professeurs nous avaient demandé d'écrire de temps en temps des articles. Mais ici au pays, il n'y a pas une section spéciale pour les constructeurs navals. Mais vous pouvez en faire. Oui, nous nous connaissons, nous pouvons nous mettre ensemble. Nous ne sommes vraiment pas. Vous pouvez être là comme un groupe d'études du gouvernement, vous vous réunissez et puis vous leur proposez certaines idées, surtout au regard de tout ce que nous sommes en train de connaître. Tel que le drame ne fait que grandir, nous approcherons. Mais je sais que j'ai déjà un ami qui travaille à la RVF. La coopération belge l'a mis en contact avec la RVF et il travaille. Actuellement, il fait le montage des baliseurs à Kindu. Il m'a dit tout à l'heure, il doit aller à Congolo aussi pour faire le même travail. Donc lui, il s'occupe bien de la partie Est et de la RVF. Si le gouvernement le veut, nous les approcherons pour qu'il y ait quand même
dans les cabinets une structure qui puisse contrôler les travaux et les études des bateaux qui sont réalisés dans les chantiers navals. Je vous remercie, monsieur les journalistes. Fidèles auditeurs, nous sommes vers la fin de votre émission d'aujourd'hui. Nous avons reçu monsieur Maker Mukumbu Mopeka, qui est expert en métallurgie et ingénieur civil des constructions navales. Il nous a parlé des causes et il nous a donné quelques pistes de solutions en ce qui concerne les naufrages qui endeuillent de plus en plus nos familles congolaises, voire la nation congolaise. Nous lui disons merci d'avoir répondu à notre invitation.